Ici Damon, enquêtrice pour le privé, mais aussi parfois ici, sur mon temps libre, pour le public. Lorsque je cherche ma prochaine enquête, beaucoup de pistes s'éteignent dans l'ombre, et le temps passe. Puis, certaines deviennent les mèches prêtes à mettre le feu aux poudres, comme celle que je m'apprête à explorer avec vous aujourd'hui. Il y a un peu plus d'1 an, après plusieurs signalements, j'ai tenu à vérifier moi-même, de façon indépendante et légale, les faits de violence impliquant un vidéaste en ligne bien connu, qu'on va appeler ici Mr. X. J'ai bouclé mon enquête, les preuves existent, mais vous ne les verrez pas. Elles sont ailleurs, entre de bonnes mains. Vous comprendrez pourquoi. Cette vidéo n'est pas une croisade. Elle ne portera ni sur un nom, ni sur un crime. L'énigme que j'ai voulu résoudre est simple. Combien de youtubeurs ont été accusés d'abus et est-ce que ces résultats sont conformes aux statistiques générales ? Comme beaucoup, je n'avais jamais pris le temps de me pencher sérieusement sur le problème. Jusqu'à ce que je sois directement confrontée, non pas à l'abus d'un vidéaste sur une abonnée, mais à l'inverse. Est-il possible que la proximité particulière des vidéastes avec leur public en fasse une bulle à part, avec ses propres règles ? C'est pour ça que j'ai ouvert ce nouveau rapport d'enquête publique. Pas à pas, à travers des récits parfois contradictoires, souvent bouleversants. Il tentera de tracer la carte d'un système complexe, d'une mécanique moderne qui brouille toute frontière entre victime et bourreau. Plaignants et mis en cause se perdent souvent dans la même impasse, le silence. Je ne le connais que trop bien, ce silence. Comme tant d'autres, j'ai été victime moi aussi, autrefois. Cependant, cela m'a appris que la parole trouve toujours une voix, même quand on s'acharne à l'étouffer. Avant tout, rappel essentiel. Grâce à mon expérience de détective privé, je me permets d'analyser sources et outils légaux accessibles à tous, sans franchir la vie privée ni la présomption d'innocence. J'ai été bien entourée et conseillée pendant toute la durée de mes investigations, et j'ai veillé à ne pas m'immiscer dans le cours naturel de la justice. Cela va de soi, mais je n'encourage personne à reproduire cette démarche sans cadre légal, au risque de s'y brûler les ailes. MeToo. Un mot, 2 syllabes et toute une planète qui se réveille. Né en 2007, devenu mondial en 2017, il a brisé l'omerta sur les violences sexuelles et donné une voix directe aux victimes. Si vous voulez creuser, préparez-vous. C'est un véritable terrier de lapin qui s'ouvre sous vos pieds. En quelques clics, votre foi en l'humanité risque d'être secouée. Cela dit, je recommande l'expérience, même aux âmes sensibles. En résumé, beaucoup d'individus, dont une majorité de femmes, ont bouleversé le monde en un temps record en cessant d'être des survivantes silencieuses de viol. Leurs secousses ont ouvert une brèche dans une des injustices humaines les plus profondément ancrées. Je pense bien sûr à l'héritage de Simone Veil, aux échos de Tarana Burke, au papier de Jodi Kantor et Meghan Twohey, qui a fait tomber Harvey Weinstein, au mercredi noir argentin contre les féminicides, à la Women's March américaine, aux révoltes féminines des printemps arabes ou encore à l'indignation mondiale après le viol collectif de New Delhi. En France, l'élan s'est incarné dans le hashtag Balance ton porc, avec plus de 931 000 tweets et 16 000 témoignages la première année, révélant l'ampleur locale d'un tabou universel. Et dans son sillage, la version vidéaste du web. Le hashtag Balance ton youtubeur a émergé en 2018, puis a atteint un pic de popularité en 2020, lorsque certains vidéastes très suivis ont été accusés d'abus de pouvoir, de confiance, de harcèlement ou d'agression sexuelle auprès de fans. Ces vagues successives de dénonciations publiques ont exposé le vide réglementaire qui entoure les influenceurs, l'impunité dont certains ont pu bénéficier, la responsabilité des plateformes et la protection des plus jeunes dans l'univers numérique. Elles ont rappelé que la notoriété n'excuse rien et que les murmures des plus vulnérables méritent un espace loin du brouhaha. Voilà pour l'histoire de la fumée avant l'incendie.
Avant de plonger dans le cœur du sujet, il me reste un détail à vous confier, et non des moindres. Revenons sur cette affaire classée mettant en cause un vidéaste accusé de violence sur les réseaux, notre Mr. X. Rien ne l'a distingué vraiment des autres affaires que j'ai pu croiser, et pourtant, son issue m'a prise de court. Je vais vous faire écouter un extrait audio, un extrait modifié et sécurisé par intelligence artificielle, qui a été enregistré avec l'accord de la personne concernée au cours de mon opération de vérification. C'est à partir de cette affaire que ma nouvelle enquête a trouvé un point de départ avec le phénomène Balance ton youtubeur. Bon, j'ai ma part de responsabilité là-dedans, étant donné que j'ai beaucoup de problèmes que j'avais pas soignés et que peut-être aussi j'étais à un état de ma vie où j'avais pas de soutien, pas d'aide, j'avais pas forcément de projet d'avenir. Et peut-être qu'il y a eu des moments qui étaient extrêmement violents et dont je me souviens plus tout à fait. Donc si tu me dis oui, il y avait des façons dont je m'exprimais qui étaient vraiment violentes et qui pouvaient être considérées comme violentes, honnêtement, je te crois. Je te crois et je vais pas remettre ça en question. Envoyer des messages d'insultes et tout, sans vraiment faire gaffe, envoyer des messages en lui disant que j'avais envie de mourir, que je voulais me tuer, etc. Alors ouais, il y a eu aussi du chantage au suicide pour obtenir du sexe et c'est moi l'agresseur sexuel. Au bout d'un moment, j'ai pété des câbles, au bout d'un moment, j'étais vraiment dans une détresse mentale. Bon, après, j'avoue, c'est un comportement de gamine, mais vu qu'il m'avait énervé, que je l'avais bloqué, je me suis dit, tant pis, je lui rendrai pas son vélo. Est-ce que c'était sain de faire ça ? Non, absolument pas. Je pense que la réaction la plus saine, ça aurait été de me dire, ok, je l'aime, mais cette relation, elle est pas viable, elle est pas saine pour lui comme pour moi. L'important, c'est qu'il aille chercher de l'aide. Et que j'aille chercher de l'aide aussi, ce que j'ai fait entre deux. Et qu'on se soigne tous les deux, et que juste, en fait, c'était pas possible d'être ensemble. Et je pense que ça aurait été ça, la réaction la plus saine à l'époque. Par exemple, le message que j'ai écrit sur YouTube, j'aurais pas dû le faire. C'est ma part de tort là-dessus. J'aurais pas dû le faire, effectivement. Là-dessus, je vais pas nier que j'ai eu des comportements toxiques. Dans le fond, ce que j'aimerais moi à titre personnel, c'est qui souffre comme j'ai souffert. Mais je sais que ça n'arrivera pas et qu'en fait, ça changerait rien. Ce que vous venez d'entendre, ce ne sont pas les aveux d'un agresseur, mais bien ceux d'une victime mise face à des contradictions qu'elle ne pouvait plus réfuter. Oui, dans ce cas très précis, il semblerait que la personne s'étant présentée comme victime ait menti, et que Mr. X soit la véritable victime de violence. Comme vous, je n'étais pas à l'aise. J'étais là, les dents à sécher ses larmes, incapable d'oublier tous les autres cas inverses, souvent tragiques. Le contexte qui a poussé cette personne à sombrer du côté obscur et nuancé, comme c'est toujours le cas. Je lui ai promis que je ne la citerai pas publiquement et que je laisserai les procédures aboutir. Ce menteur isolé n'est pas l'enjeu. L'enjeu, c'est plutôt combien d'affaires ressemblent à celle-là sans qu'on le sache. Je vous ai préparé une petite liste pour piquer votre curiosité. Osez poser de bonnes questions, celles qu'on veut éviter, celles qu'on se poserait si ça ne faisait pas si mal d'essayer d'y répondre. La classique, comment préserver la présomption d'innocence quand l'opinion rend son verdict avant la justice ? Jusqu'où peut-on croire les victimes sans trahir la présomption d'innocence ? Existe-t-il une corrélation entre le fait d'être connu et le fait d'être accusé à tort ? En d'autres termes, entre la pertinence de la dénonciation et l'intérêt de dénoncer. Statistiquement, ces dénonciations réparent-elles plus d'injustice qu'elles n'en créent ? Quand la justice manque de moyens, la société peut-elle légitimement élire ses propres juges ? Un peu de philo. Peut-on être coupable moralement sans l'être judiciairement ? Et inversement. Un mensonge isolé peut-il discréditer un mouvement tout entier ? J'en oublie, il y en a à l'infini, mais n'hésitez pas à en proposer et à en collectionner plein d'autres. Je vous invite à les méditer. Même si je n'ai pas la prétention de répondre à toutes ces questions, j'ai celle de vous les transmettre. Il m'a fallu contacter une 30aine de youtubeurs personnellement, à la loyale, sans arrière-pensée. Certains m'ont répondu, d'autres pas. Certains ont voulu se défendre, d'autres toujours pas. On en reparlera. Zoom arrière. En août 2018, un tweet de Squeezie provoque une onde de choc. En dénonçant les abus présumés de certains créateurs envers leurs abonnés mineurs, il déclenche le mouvement Balance ton youtubeur. Des victimes prennent la parole, les réseaux s'enflamment,
et des noms circulent sur toutes les lèvres. Quelques jours plus tard, Squeezie atténue ses propos, regrettant d'avoir jeté un pavé trop vague dans la mare, sans renier la gravité du sujet. Cyprien, quant à lui, appelle à croire les victimes tout en refusant les généralisations. Quelques années plus tard, une nouvelle onde de dénonciation ébranle le pays. Feldup s'indigne alors des youtubeurs qui se présentent faussement comme victimes de diffamation pour décrédibiliser la parole des vraies victimes. Cette fois, la fracture se creuse. Le public se radicalise et la confiance envers les créateurs bascule dans une zone grise où tout le monde se méfie de tout le monde. Pendant ce temps, YouTube se retrouve pris dans une tempête morale et juridique. La plateforme démonétise, suspend, puis se tait. Ces décisions sont arbitraires. Elles tombent sans justification, sans logique apparente. Pour certains, elles protègent les puissants. Pour d'autres, elles exécutent la sentence sans procès. Elles se substituent à un état de droit. Zoom avant. In fine, ce sont 44 youtubeurs français identifiables que j'ai pu examiner à la loupe. Mais sachez qu'il existe de longues listes de recensement en accès libre. Terrifiantes. Pas de preuves, parfois même pas de sources. Juste des commérages, des... On m'a dit qu'apparemment, lui aussi, des call-out. Pur et dur. Pourquoi m'être intéressée seulement aux youtubeurs et pas tout autant aux streamers, tiktokers, influenceurs d'ailleurs, ni même aux célébrités de Balance ton bord? Je voulais un périmètre d'action réduit et encore inexploré. Je suis une grande consommatrice de YouTube et YouTubeuse, c'est mon terrain de prédilection. Un champ d'études conçu, par essence, pour être vu. Je sais comment les algorithmes façonnent les réputations, comment un titre, un mot, une image peuvent faire basculer une carrière, une vie, une identité. YouTube est l'épicentre de la culture web francophone, avec ses archives parasociales et son replay permanent. Ici-bas, tout laisse une trace horodatée, une vignette, un log, une courbe. C'est donc le laboratoire idéal pour observer des dynamiques sans infiltrer la sphère privée. J'ai commencé par relever les redondances de mes 44 cas. Plusieurs généralités se dégageaient immédiatement. Où l'affaire avait-elle éclaté ? En grande partie, sur les réseaux. Lequel ? X, aka Twitter, aka le réseau du démon. Dans la presse, moins souvent. Les médias étaient-ils fiables ? Pas plus que d'habitude. Était-ce un témoignage direct, un récit relayé, une vieille rumeur qui persistait ? Un peu de tout. Est-ce que la victime était pauvre ou riche ? Rien de spécial à noter de ce côté. Quel était le niveau de visibilité du créateur ? Plus souvent au-dessus des 100 000 abonnés quand même. On parle de micro-célébrité. Une victime ou plusieurs ? Kiff kiff. Majeur ou mineur ? Légèrement plus de mineurs. Assez pour s'inquiéter légitimement de l'influence des influenceurs sur les plus influençables. Est-ce plus souvent parce que la gloire fait dérailler certaines stars du net ou parce que briller attire les regards, les attentes, les fantasmes, les jalousies, les projections, les colères ? J'ai créé un premier sous-dossier pour y ranger les sources officielles de chaque cas, un par un. Publications, articles, posts, vidéos, commentaires, identification des parties. Puis un second, dédié aux suites de l'affaire. Y a-t-il eu plainte, main courante, avocat, instruction, procès ? Comment ont réagi YouTube, les partenaires commerciaux et l'audience face aux polémiques ? Facile, la plupart du temps, ils se sont éloignés, ont puni, ont censuré. Y a-t-il eu du cyberharcèlement, des représailles ? Vous l'avez déjà deviné aussi, à un point inimaginable. Enfin, un troisième sous-dossier pour la défense de l'accusé. Excuses, silence, contre-attaque, reprise d'activité ou disparition publique. À la fin, j'avais fait le tour. Une chronologie, des liens, des arguments. J'ai dû vadrouiller un peu partout, prendre des cafés en terrasse, mener des dizaines d'heures en visioconférence et échanger des textos pendant des semaines avant de pouvoir espérer avancer d'un pouce. Dans l'eau des créateurs contactés, je respecte le travail de certains. Alors j'ai mis en place des garde-fous et standardisé mon approche pour qu'il n'y ait aucun traitement de faveur. Les biais de sympathie, de notoriété, de confirmation, de sauveur, ce qui nous pousse à excuser les fautes de ceux qu'on aime, à idéaliser ceux qui sont populaires ou qui ont l'air faibles, à tordre les faits pour qu'ils confirment ce qu'on pensait déjà d'eux. Jusqu'à la fin de la partie, personne n'est innocent, personne n'est coupable, tout le monde est suspect. Vint ensuite l'examen des témoignages recueillis auprès de tout ce beau monde. Les confronter, les recouper, traquer les dissonances, filtrer les parasites, évaluer la crédibilité plutôt que la sincérité. Car la mémoire, elle enjolive ou efface selon les jours. On appelle ça des confabulations. Joli, n'est-ce pas ?
Certains de mes interlocuteurs ont été évasifs, glissant entre les sujets. Il y avait ceux qui se savent innocents mais n'ont plus la force de le prouver. Ceux qui ne peuvent se défendre sans rallumer les braises qui les ont consumés. Ceux qui craignent qu'en exposant leur vécu hors norme, ils ne soufflent par mégarde sur une flamme destinée à s'embraser. Ceux qui regrettent d'avoir douté d'une victime ou croient bien faire en voulant la protéger à tout prix. Ceux qui cherchent à me manipuler, m'amadouer, reprendre le contrôle d'un narratif gênant. J'ai également prêté l'oreille aux déclarés victimes, avec leur détresse et leur courage, mais aussi leur besoin de vengeance et leur confusion légitime. Des voix brisées, d'autres galvanisées. Celles qui disaient vrai, celles qui pensaient dire vrai, et celles qui se sont perdues quelque part entre les deux. J'ai demandé à tous les youtubeurs interrogés s'ils voulaient dire un mot qui leur tenait à cœur dans ma vidéo. Sans surprise, tous ont donc eu peur des conséquences possibles. Être connus, discréditer le progrès ou remettre une pièce dans la machine infernale. Malgré tout, après avoir lu mon script, 3 ont aussi finalement considéré que le message était trop important et ont accepté d'unir leur voix à la mienne. Des voix encore modifiées et non identifiables pour leur sécurité. Je précise que j'ai été en mesure de confirmer chaque élément de leur témoignage, avec leur accord. Au risque d'invisibiliser tant d'autres victimes inconnues, il est peut-être bon de rappeler que l'injustice ne choisit pas son camp. Faites-vous votre propre idée de ce que peut vivre un individu accusé à tort par un mouvement d'aussi grand intérêt général que balance ton youtubeur. Avant tout, je te remercie de me proposer de te livrer ma version des faits sur ce qui s'est passé autour du hashtag balance ton youtubeur. Je te dirais que j'ai été accusé de choses, parfois nommées, parfois non nommées, de graves sous-entendus. Je n'ai jamais utilisé ma posture de youtubeur pour draguer quiconque. J'ai tendance à compartimenter ma vie privée et ma vie sur YouTube. Personne, absolument personne, peut être préparé pour ce genre de situation. Y être plongé, c'est être plongé dans un monde absurde. Que ce soit ta situation réelle, les déformations ou les inventions, tout est mélangé dans un énorme fatras où plus personne ne peut plus rien distinguer. Forcément, des gens qui te connaissent pas et qui connaissent rien à ce que tu as vécu ajoutent leurs propres déformations et inventions par-dessus, par inconscience ou par goût du sang. C'est pas fait pour être confortable, mais là, c'est un ouragan émotionnel. Tout est parti d'une ex qui a utilisé des captures d'écran privées, tronquées, manipulées, pour me faire passer pour ce que je suis pas. Et le plus dur, c'est que ça peut venir de n'importe où. Un jour, tu reçois une horreur sous la vidéo où t'annonces que tu vas te marier et tu fonds en larmes devant tes gosses. Des amis de l'époque m'ont dit « présente des excuses ». On m'a livré les excuses quasiment clé en main et j'ai cédé à la pression populaire. Ça a été la plus grosse erreur de ma vie de méconnaître la loi à ce moment-là. C'est que j'aurais dû attaquer en diffamation et j'ai perdu du temps à chercher l'identité de la personne qui m'avait collab, qui était sous pseudo, et le délai de diffamation est passé. Il se trouve que 3 ans plus tard, mon avocat et une gendarme avec qui j'ai discuté lors d'une audition, les deux l'ont dit mais peut-être là c'est pas de la diffamation, c'est du harcèlement, il faut attaquer, là vous pouvez encore le faire. Les harcèlements que j'ai subis ont fait que j'ai pas eu envie de me défendre, de peur de m'en prendre encore plus dans la tronche sur les réseaux sociaux. Ça déteint sur ton image de toi-même, sur ta façon de percevoir tes relations. Qu'est-ce que cette personne est en train de t'imaginer ? Ça devient une pensée permanente. Tu deviens une marionnette qui sert le narratif de gens qui sont pourtant les premiers à dire par ailleurs qu'il faut pas croire tout ce qu'on lit sur internet, sauf bien sûr quand ça les conforte dans leur idée. Heureusement, ma famille m'a toujours soutenu, mais tout le monde est à bout de force. Professionnellement, ça a été la goutte d'eau. On te retire tes revenus sur de simples rumeurs sans même discuter. Et c'est là que j'ai switché, quoi. Je suis passé de Navi, c'est YouTube à je vais bosser au McDo s'il faut, mais je me barre. Moi, ça m'a mené à avoir peur de sortir de chez moi. J'ai perdu 3 contrats de travail. J'avais un contrat d'édition qui est tombé à la suite de ça. J'ai plus mis le pied dans des conventions depuis. Les personnes qui me sont tombées dessus, qui ont été mises au courant après ça que la justice avait fait son travail, n'ont jamais publiquement expliqué qu'ils s'étaient trompés. En privé, j'ai eu des messages d'excuses. En public, rien. Et donc je me suis vraiment fait exclure de personnes que je pensais être des amis. Et je me suis retrouvé seul avec le harcèlement que je subissais, parce que c'est un ratio bénéfice-risque. Des personnes qui s'identifient déjà comme victimes, si je porte plainte contre elles, autour d'elles gravitent déjà des groupes de soutien aux victimes. Et donc si elles annoncent sur les réseaux sociaux que j'ai porté plainte, je vais encore m'en prendre plein la gueule. Et j'ai pas envie de passer une nouvelle fois dans un tunnel d'idées sombres. Chaque cas est différent, mais ils ont
tous une chose en commun, c'est que quand on est confronté à cette marée de harcèlement, on se rend compte tout de suite que la vérité n'intéresse quasiment personne. Ce qui intéresse, c'est qui contrôle le récit. Du coup, à quoi bon essayer de raisonner qui que ce soit ? Je suis mort de trouille à chaque vidéo, j'en ai marre. J'ai juste besoin que tout ça s'arrête. J'ai toujours été impliqué dans la lutte féministe et je veux pas être celui qui hurle à son innocence au-dessus des victimes. C'est une crainte sans cesse d'être reconnu dans la rue pour des choses que j'ai pas faites. Je suis devenu quelqu'un de très renfermé et ouais, j'ai plus d'interaction sociale, quoi. Je participe plus à des émissions en live. Ouais, ça m'a détruit. Les personnes qui m'ont détruit vivent très bien aujourd'hui, alors que j'ai proposé de prendre en charge à mes frais le suivi psychologique au début. Si vraiment, je me suis vraiment posé la question, est-ce que j'ai mal agi ? Est-ce que j'ai agressé sexuellement des gens ? Non, j'en suis incapable. Notamment parce que je sais ce que c'est que d'être victime d'agression sexuelle. Et le fait qu'on m'envoie bouler, que j'apprenne derrière que si je voulais pas me faire défoncer, il suffisait que je paye, j'ai l'impression, moi, d'avoir été abusé, en fait. C'est difficile de s'en sortir, en fait, parce qu'il y a de la fumée sans feu, et la fumée reste, les tweets restent, les recherches Google aussi. T'as envie d'une chose, c'est crier au monde de retrouver un peu de lucidité et de recul. Mais quel que soit l'angle à lequel tu regardes la situation, ça ressemble à une impasse et ça rend dingue. Garder sa santé mentale face à tout ça, c'est un sport de haut niveau. Est-ce que j'ai des regrets, des choses dont je suis désolé ? Bien sûr, mais comme tout le monde. Mais est-ce que sont ces choses ? Vous n'en savez rien. Rien du tout, rien. Je veux juste fuir ce milieu. À ce stade de mon enquête, j'avais accumulé une solide base de données avec des références, des liens, des archives par centaines. Certains dossiers étaient vides parce qu'il n'y avait rien à trouver, d'autres s'empilaient sur mon bureau. Que prouvaient réellement mes recherches ? Combien d'accusations, comme la première de cette vidéo, s'étaient révélées infondées ou amplifiées par les réseaux ? Combien, au contraire, étaient bien réelles, mais étouffées, voire perdues, faute de procédure ? Après avoir fait parler les gens, il fallait désormais faire parler les chiffres, mesurer un bruit que les émotions stridentes font résonner partout. Il me fallait un point de comparaison, une référence, un groupe de contrôle, afin de pouvoir comparer mon jeu de données à un échantillon plus vaste. J'avais beau fouiller, il n'existait aucune étude précise sur le mouvement. C'est l'étape à laquelle mon tableau s'est heurté un long moment. Pendant ce temps, j'étais toujours occupée à interroger des témoins et des créateurs sur le sujet, à investiguer sur les cas obscurs ou à double-checker les cul-de-sac. Jusqu'au jour où un collègue créateur m'a donné le contact d'une chercheuse, une artiste, une militante, une pionnière du web. J'ai pu échanger avec elle et, alignement cosmique, elle travaillait sur le même sujet que moi, au même moment. Enfin, pas exactement. Elle m'a ouvert ses propres archives, une base de données complète sur la libération de la parole dans toute la francophonie depuis MeToo. Sa méthode recense les affaires relayées dans la presse. Nos données ne couvrent donc pas exactement le même périmètre, ce qui explique en partie la suite et pourquoi nos conclusions ne reflètent qu'une facette de la réalité. Nos chiffres différaient, et pas qu'un peu. En comparant ces statistiques aux miennes, j'ai enfin eu devant les yeux quelque chose qui ressemblait à une réponse. Une réponse certes, mais menant toujours vers d'autres questions. Sur les 44 affaires que j'ai étudiées, 45% n'ont jamais été judiciarisées jusqu'ici. Aucune plainte, aucun jugement, uniquement de la dénonciation publique, du tribunal populaire. Dans l'échantillon beaucoup plus vaste de ma collègue, la proportion chute à environ 19%. En somme, et c'est la clé de tout, les youtubeurs accusés sont presque 2 fois plus souvent non judiciarisés que les autres figures publiques du MeToo francophone. Les procédures en cours et les mises en examen sont toujours moins nombreuses contre les youtubeurs, environ 14% contre plus de 28% de l'échantillon global. En revanche, les classements sans suite sont quasi identiques, autour de 10% pour les deux groupes. Par ailleurs, dans mon tableau, les condamnations sont presque inexistantes. Un seul cas sur 44, contre un quart des affaires dans l'ensemble du mouvement national. Le nom et le pseudo de ce seul cas qui a abouti, qui a été avéré, Baptiste Mortier-Dumont, alias Experiment Boy. Le youtubeur aux millions d'abonnés a été condamné pour corruption de mineurs. 2 ans de sursis, interdiction à vie de travailler avec des mineurs, inscription au fichier des délinquants sexuels. En quelques semaines à peine, la dénonciation d'échanges explicites et dominateurs entre Experiment Boy et de jeunes fans ont suffi à faire s'effondrer tout son empire. Une seule condamnation, d'accord, mais elle rappelle que la justice s'est encore tranchée, même dans le monde mouvant des réseaux. Du coup, comment interpréter ces écarts ? Tout se passe comme si les accusations abusives étaient surreprésentées chez les micro-célébrités du web. Et moi, face à ce résultat, quelle était ma responsabilité ?
Hélas, je suis loin d'être statisticienne et j'ai fait attention comme j'ai pu aux biais de sélection, aux effets de loupe, aux critères trop hétérogènes, mais j'ai surtout encore fait appel à un généreux ami qui a pris de son temps sur son été pour m'aider à vérifier mes calculs à la virgule près. Pascal Wagner-Egger, enseignant-chercheur en psychologie sociale et statistique. En langage savant, les valeurs de la p-value indiquent que les écarts observés ne sont probablement pas dus au hasard. Ils sont statistiquement significatifs. Dans mon recensement en francophonie, les youtubeurs accusés avec Balance ton youtubeur présentent un profil bien distinct des cas généraux et médiatisés liés à Balance ton porc. Ok, compris. Mais Pascal m'a prévenu, les chiffres ont parlé, ils n'ont rien expliqué. De plus, ces écarts peuvent aussi s'expliquer par d'autres différences entre les échantillons, que ce soit la composition sociodémographique, le traitement dans la presse vs le traitement dans les réseaux, etc. Dès lors, à nous de tirer sur ce fil rouge et de démêler les causes possibles, qu'elles soient structurelles, culturelles ou psychologiques. Cette sous-représentation de l'intervention de la justice interroge à tous les niveaux. Est-ce un trait propre aux youtubeurs ou à la logique des réseaux sociaux qui récompensent le contraste plus que la nuance ? Est-ce la peur du scandale, le coût d'un procès, la fatigue d'un combat trop inégal, ou bien la foule, devenue à la fois juge et témoin d'une cour de justice disponible en temps réel ? Dans l'Hexagone, la justice pénale peine encore à suivre l'onde MeToo, mais j'ai malgré tout découvert certaines subtilités. Par exemple, les signalements ont explosé, plus 33% en 2021, plus 11% en 2022, plus 8% en 2023, tandis qu'en 2020, 94% des plaintes pour viol et 86% pour violences sexuelles étaient classées, principalement pour infractions jugées insuffisamment caractérisées. La plupart du temps, ce taux massif de classement sans suite est brandi pour démontrer que le système judiciaire n'est pas la bonne solution face à l'ampleur du problème. Pourtant, ce taux n'est qu'une pièce du puzzle. Pour resituer, les autres atteintes à la personne connaissent également un taux de classement élevé, environ 85%. Mais seuls 33 à 45% le sont pour manque de preuves. Tout simplement car ces faits se documentent mieux. Disparition de traces, pas de témoins, difficulté à établir le non-consentement, les circonstances de contrainte ou la gravité de l'acte. Le problème ne peut donc seulement être attribué à un déni institutionnel envers les violences sexuelles ou les affaires du web en particulier, mais à la difficulté même de matérialiser une preuve recevable institutionnellement, quel que soit le crime, mais particulièrement en cas de violence sexuelle ou d'affaires sur le web. En France, seulement 6 à 10% des victimes déposent plainte. MeToo a bien fait grimper les signalements, mais la libération de la parole n'a de sens que si elle se prolonge en actes. Qui plus est, les plaintes arrivent souvent tardivement, en moyenne plus de 6 mois après les faits. Les victimes doivent d'abord dépasser le choc, la honte, la peur de ne pas être crues, la difficulté d'accès de certaines démarches. Le temps passe et efface tout. C'est un fléau, mais peut-être aussi un atout. Parce que le droit a bien évolué. En France, la prescription des crimes sexuels est désormais de 30 ans, calculée à partir de la majorité pour les mineurs, avec une prescription glissante qui se relance en cas de faits similaires. Pour les victimes majeures, ce délai reste de 20 ans à compter des faits eux-mêmes, mais cette réforme reconnaît la lenteur du trauma, le temps qu'il faut pour dire, comprendre, se souvenir. Et même si la prescription éteint l'action judiciaire, elle n'arrête pas la vérité. Elle n'interdit ni d'enquêter, ni de témoigner. C'est une perspective cruciale, souvent ignorée, mais vitale pour la reconstruction. En 2023, 4430 victimes ont été indemnisées pour un total de 60 millions d'euros, soit environ 14 000 euros chacune. Une action civile coûte entre 1 500 et 6 000 euros, sauf aide juridictionnelle, avec une prise en charge totale en cas de viol. Cette aide est jugée peu attractive car les avocats y sont faiblement rémunérés. Mais rien n'empêche d'augmenter le forfait des victimes. C'est une décision politique, pas un verrou juridique. Une justice sous-dotée et saturée ne peut pas traiter correctement tous les dossiers. Néanmoins, des facilités existent ou ont été encore renforcées grâce à MeToo. Accompagnement gratuit via numéro d'urgence, groupe de parole, suivi psychologique remboursé, assistance sociale, signalement anonyme, pré-plainte en ligne avec accueil adapté, indemnisation des frais de justice, recours à des enquêtes privées pour consolider la preuve, suivi digitalisé des procédures, notification motivée des classements sans suite, justice restauratrice, cagnotte solidaire, pétition, regroupement de plaintes. En dernier recours, une dénonciation publique peut même être encadrée par des avocats spécialisés ou encore des associations, comme MeToo Média, avec qui j'ai beaucoup échangé et dont je salue la mission. C'est là que les réseaux, les médias, les utilisateurs ont peut-être leur rôle à jouer. Tout un écosystème de relais, de possibilités discrètes ou éparpillées, mais accessibles. Dans ce paysage virtuel, un danger me semble encore plus vicieux et central que le reste, la mésinformation.
Le Forum économique mondial l'a classé premier risque mondial à court terme en 2025. Les fausses informations, exagérées par les réseaux sociaux, l'IA et l'absence de régulation, minent la cohésion sociale et la confiance dans les institutions, au point de faire douter les victimes de leurs propres droits. J'ai pu observer de près que les preuves s'exhibent comme des trophées. Les erreurs se propagent à la vitesse du flux et les menaces prolifèrent à visage masqué. Personne n'est à l'abri, tout le monde est visé. La loi de Brandolini, aussi appelée le principe d'asymétrie du baratin, l'illustre parfaitement. Il faut 10 fois plus d'énergie pour réfuter une fausse information que pour la propager. Dans le contexte de Balance ton youtubeur, cette asymétrie rend le débat presque impossible. Accusé prend une seconde, innocenté peut prendre des années. On sait que moins de 3% des classements sans suite invoquent l'absence d'infraction caractérisée et les études internationales estiment une fourchette de fausses déclarations entre 2 et 10%. Mais aucune source fiable ne relie précisément les plaintes pour diffamation, calomnie, dénonciation mensongère ou cyberharcèlement à celles pour violence interpersonnelle. Dans mes propres données, 6 cas sur 44 ont été classés sans suite, soit 12% des cas étudiés. 7 cas sur 44, donc environ 14%, incluent une plainte intentée par le youtubeur pour diffamation, cyberharcèlement ou dénonciation calomnieuse. Un chiffre qui reste modeste, minoritaire, mais révélateur d'un système connexe important. Quand la parole se retourne contre elle-même. Pour le coup, 32 cas sur 44, soit plus de 90% de mes youtubeurs ont choisi de se défendre publiquement ou juridiquement. À l'inverse, seulement 8% ont reconnu les faits et présenté des excuses. 65% ont réussi à ne pas abandonner les réseaux et la création de contenu, malgré le drama qui les poursuivra ad vitam aeternam, contre 34% d'extinction totale des feux. Dans mon échantillon de 44 youtubeurs, j'ai pu me prononcer de façon argumentée sur 23 dossiers. Soit parce qu'il y avait des aveux, des excuses publiques, des traces matérielles, des incohérences chronologiques, des témoignages contradictoires ou convergents, assez d'indices pour formuler une hypothèse, une analyse personnelle. Bien sûr, seule une instruction officielle et surtout une décision de justice pourrait en fixer l'issue. Mon résultat, 8 accusations me paraissent réellement fondées, contre 15 que j'ai pu rationnellement discréditer, soit plus de 30% de l'ensemble. Autrement dit, même s'il n'y avait plus aucune autre accusation infondée dans le reste de mon tableau, j'étais quand même largement au-dessus des chiffres de MeToo. Au fond, est-ce qu'on aide le mouvement MeToo en faisant semblant qu'il serait le premier et le seul à ne commettre aucun excès en 8 ans ? Cette surexposition des cas de vidéastes influenceurs accusés trop à la légère, c'est elle qui peut saboter la bonne cause. C'est du cas par cas. On peut croire les victimes sans crucifier les accusés, dénoncer sans salir, douter sans forcer, visibiliser sans exhiber, conscientiser sans moraliser. Le chemin est balisé, il suffit de ne plus se croire seul. Je suis Malène Picotinguet, avocate au barreau de Bordeaux. J'accompagne des victimes de viols, d'agressions sexuelles et parfois aussi de personnes mises en cause. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dénoncer quelqu'un sur Internet peut exposer juridiquement la personne qui parle, dès lors que la personne visée est identifiable. Même sans donner son nom, si on peut la reconnaître, il y a un risque en fait. Bien sûr, une victime a le droit de parler de son vécu, elle a le droit de dire ce qu'elle a traversé. Mais désigner publiquement quelqu'un, c'est pas la même chose. Je comprends pourquoi certaines victimes choisissent les réseaux sociaux. La justice est lente, difficile, parfois violente à vivre. Il faut déposer plainte, répondre à des questions, revivre les faits. Internet, lui, donne une réponse immédiate, du soutien, une forme de soulagement. Mais ce n'est pas forcément une réponse adaptée. D'abord parce que ça ne sanctionne pas l'auteur. Ensuite parce que ça peut fragiliser le dossier. Une personne publiquement mise en cause peut supprimer des messages, effacer des preuves. Elle peut se préparer en fait. Dans une procédure judiciaire, les enquêteurs peuvent rechercher ces preuves. Téléphone, ordinateur, audition, expertise. Et même si une plainte est classée sans suite, elle peut servir plus tard si d'autres victimes se manifestent contre la même personne. Il faut aussi penser aux personnes accusées à tort. Une dénonciation publique peut abîmer une réputation de manière très grave. Ces personnes ont aussi des droits. Donc l'enjeu, c'est pas de faire taire les victimes, c'est de les orienter vers la voie la plus protectrice, celle qui préserve leurs paroles, les preuves et les droits de chacun. Et cette voie, normalement, c'est la voie judiciaire. Voilà, on y est arrivé. Vous savez tout, ou presque. Fin de ce tumultueux périple et place au début d'un nouveau, quelque part. Mais ne vous en allez pas tout de suite. Il y a des choses qu'on ne peut quitter sans les nommer. Le hashtag Balance ton youtubeur me glace le sang.
On y trouve des enfants en danger, des comportements qu'il fallait impérativement signaler, même maladroitement, même sans preuve, même sans formalité, pour empêcher le pire de s'installer par le mutisme. Mais aussi, à l'autre bout du spectre, des dizaines d'existences détruites pour rien, des réputations réduites en cendres par un poste impulsif, un montage orienté, une rancune mal digérée, comme avec Mr. X. Entre les vrais cris d'alerte, les boucs émissaires, les règlements de compte, les appels à l'aide et les performances éthiques, est-ce que nos sacrifices en valent le coup ? La justice et la vérité ne sont jamais une évidence, ni une destination directe. Elles se rapprochent davantage d'une balance, d'un mouvement entre les droits et les réalités de tout le monde. En tout cas, c'est pour cela que je me bats, et je ne suis ni la première ni la seule. J'invite les chercheurs, les curieux, les sceptiques et les militants à reprendre la piste, à affiner nos cartes du monde. Croyez-moi, ça en vaut le détour. Je tiens d'ores et déjà à remercier toutes celles et ceux qui ont partagé leur expertise, leur voix ou leur fragment de réalité. Victimes, youtubeurs, médias, avocats, juristes, sociologues, associations, chercheurs. Mon travail aurait sonné creux sans leur contribution. Pour des raisons évidentes, je ne peux exposer ni révéler ici l'intégralité des données collectées pendant cette enquête, encore moins personnelle. Vous pouvez compter sur ma bonne foi tout en gardant un regard critique. J'ai quand même réuni mes ressources principales, non confidentielles et non exhaustives, dans un document gratuit en description. Vous y trouverez surtout toutes les informations utiles pour signaler des faits, demander de l'aide ou agir en situation réelle. C'est un raccourci, un condensé de ma bibliographie qui, je l'espère, facilitera votre propre travail de recherche, de défense ou de soutien. Je vous remercie déjà d'être là, à passer ce moment avec moi, maintenant. Sur cette chaîne, je vous prends avec moi dans une invocation de la connaissance, une tentation de connaître les péchés des autres. Je vous lance un appel à toutes et à tous pour que vous participiez concrètement à cette quête de justice populaire, donc démoniaque. Guettez votre montre lorsqu'elle affiche 6h66. Il se pourrait qu'elle présage l'arrivée de l'une de mes prochaines enquêtes inédites et publiques sur les petits secrets d'Internet et sur ces gens qui profitent de leur pouvoir à vos dépens. Rejoignez-moi, rejoignez-nous et enquêtons. Notre mission, nous défendre par l'information.